Merci pour l'invitation, merci pour cette première partie humoristique et pour cette présentation. Alors, le thème de la conférence, comme vous l'avez dit, c'est Russie contre Occident, choc des civilisations. Pourquoi un choc des civilisations? Lorsque l'opération, ce que les Russes appellent l'opération spéciale, a été lancée en Ukraine, j'avais, sous forme de boutade, tweeté « Vous vouliez un choc des civilisations ». Je m'adressais aux néoconservateurs qui étaient pro-russes jusqu'au 23 février. Je leur disais « Vous vouliez un choc des civilisations, vous l'avez ». Le choc des civilisations, tel que je l'entendais, ce n'est pas le choc des civilisations de Bernard Lewis ou de Samuel Huntington. Le choc des civilisations que j'évoquais, c'est celui d'Arnold Toynbee, qui est le père de l'expression « choc des civilisations ». En 1947, Arnold Toynbee, qui est un historien britannique, historien des civilisations, a publié un livre qui s'appelle « L'Islam, l'Occident et le futur », dans lequel il disait que la colonisation occidentale sur le reste du monde était en réalité une attaque du modernisme contre toutes les traditions. Il expliquait donc que le modernisme, qu'on appelle aujourd'hui le progressisme, qui avait infesté le monde occidental, l'Europe continentale, pour être plus précis, j'y reviendrai, a, par la colonisation, voulu attaquer toutes les traditions en imposant le modernisme. Et d'une certaine façon, la confrontation à laquelle on assiste aujourd'hui est la prolongation de cette colonisation, je ne dirais pas colonisation occidentale, mais colonisation moderniste, qu'on s'entende bien sur les termes. Après Arnold Toynbee, 10 ans après, en 1957, Bernard Lewis reprend l'expression « choc des civilisations » et la pervertit. Pour Bernard Lewis, le choc des civilisations, c'est la guerre, c'est l'opposition ontologique entre le monde chrétien et le monde musulman. Parce que, disait-il, ces deux mondes se ressemblent, partagent les mêmes valeurs, et ces deux mondes s'affronteraient pour imposer au monde leur modèle. En fait, j'ai traité ça dans mon premier ouvrage. Bernard Lewis n'a fait que laïciser, non pas une théorie, mais une stratégie messianique qui est à rattacher au monde juif. Passons. Samuel Huntington, qui était le secrétaire personnel de Bernard Lewis, reprend encore cette expression et là il l'élargit au monde entier, c'est-à-dire qu'il fait du choc des civilisations une grille de lecture unidimensionnelle des relations internationales. Donc il publie un livre en 1993 qui est la suite d'un article, en 1996 qui est la suite d'un article qu'il a publié en 1993 du même titre. Donc dans ce livre, qui est un pavé, il avance l'idée suivante. Il dit que la confrontation entre les grandes puissances sera remplacée à l'avenir, à partir de maintenant et dans le futur, sera remplacée par un choc des civilisations. Et il dit à une échelle inférieure, on va avoir dans le monde une multiplication de conflits ethniques, ethnico-religieux, et que ces conflits ethniques entraîneront occasionnellement, ponctuellement, une confrontation entre les puissances civilisationnelles qui considèrent que ces groupes ethniques en confrontation sont leurs frères. Donc c'est une lecture ethnico-religieuse du monde.
Évidemment, je ne suis pas d'accord avec cette lecture, parce qu'elle permet d'expliquer ou d'anticiper des conflits locaux, mais en aucun cas, elle ne peut être une grille de lecture globale des relations internationales. Et je vais vous donner un exemple pour le démontrer. Le cas ukrainien. En 1993, John Mearsheimer, qui est un géopolitologue américain de l'école réaliste, qu'on appelle en allemand Realpolitik, écrit dans un texte dans Foreign Relations, il écrit un texte sur l'Ukraine et il dit que la Russie et l'Ukraine sont mûres pour un conflit de sécurité. À l'époque, je crois encore, l'Ukraine possédait l'arme nucléaire, ou alors venait simplement de l'abandonner. Quoi qu'il en soit, il dit deux puissances qu'aucune frontière naturelle ne sépare, comme l'Ukraine et la Russie, risquent, comme cela arrive souvent, d'entrer en concurrence et donc en confrontation. Il parle bien de conflit de sécurité. Et il anticipait une invasion, entre guillemets, de la Russie en Ukraine. Donc une intervention, une guerre d'invasion. Et Samuel Huntington, 3 ans plus tard, donc dans son livre, critique John Mearsheimer en disant que cette lecture réaliste de la géopolitique est invraisemblable. C'est-à-dire qu'il dit qu'un conflit entre la Russie et l'Ukraine est invraisemblable. Huntington écrit ça en 1996, parce qu'il dit que les interactions culturelles entre l'Ukraine et la Russie sont trop importantes. Par contre, il écrit qu'il y aura un conflit entre un conflit et une séparation entre les deux Ukraines. L'Ukraine de l'Est, dit-il, qui est chrétienne orthodoxe, et l'Ukraine de l'Ouest, qui est uniate, c'est-à-dire les églises catholiques unifiées d'Ukraine. Et en définitive, si on s'en tient aux faits, John Mearsheimer a eu raison. Donc la lecture réaliste est pertinente. Mais Samuel Huntington n'a pas eu tout à fait tort. Mais comme je vous l'ai dit, la lecture de Samuel Huntington permet d'anticiper des conflits locaux. Parce qu'il écrivait qu'il y aura un conflit entre ces deux Ukraines, une séparation plus violente que la séparation de la Tchécoslovaquie, mais moins sanglante que le conflit de Yougoslavie. Et en réalité, c'est au moins ces deux lectures qu'il faut combiner. Une lecture culturelle, ethnico-religieuse, et une lecture réaliste. Et John Mearsheimer, effectivement, a eu raison. Alors pourquoi Samuel Huntington n'a pas vu venir cette guerre? Parce qu'il a une lecture exclusiviste, unidimensionnelle des relations internationales, mais parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas voulu intégrer à son analyse le fait que l'objectif des États-Unis, du monde anglo-américain de destruction de la Russie, qui est un projet ancien, n'a jamais cessé d'être leur projet aux États-Unis. Et il n'a pas vu aussi que dans le cadre de cet éclatement des deux Ukraines, la Russie, liée culturellement, anthropologiquement et historiquement à l'Ukraine de l'Est, allait entrer dans ce conflit, naturellement. Alors maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Là, pour l'instant, disons que ce n'était qu'une introduction. Parce que le choc des civilisations entre tradition et modernisme, ou libéralisme contre conservatisme, ne peut pas tout expliquer. Ou je dirais qu'il est la surface des choses, l'ultime couche qui explique le conflit actuel.
je vais vous exposer mon idée en quelques parties. Et on va commencer par l'anthropologie, c'est-à-dire par la réalité du terrain et humaine. C'est d'abord, je dirais, un choc anthropologique entre la Russie d'un côté et le monde anglo-américain. Avant les États-Unis, avant que les États-Unis n'entrent en conflit avec la Russie, la Grande-Bretagne était en conflit contre la Russie depuis le 19e siècle, dans le cadre de ce qu'on appelle le grand jeu. Le grand jeu, c'est quoi? C'est la lutte entre la puissance maritime, là en l'occurrence l'Angleterre, et la puissance tellurique, la puissance de la Terre, la Russie, pour le contrôle de l'île-monde, ce qu'on appelle l'île-monde, ce que John Mackinder appelait l'île-monde. John Mackinder expliquait que qui contrôle l'Europe contrôle le Heartland, qui contrôle le Heartland, c'est-à-dire l'Asie centrale, contrôle l'île-monde, qui contrôle l'île-monde contrôle le monde. Et John Mackinder écrivait en 1904 que l'obstacle principal pour la Grande-Bretagne, c'est la Russie. La Russie qui est, ce que disait Mackinder, sur le toit du monde, au-dessus du Heartland. Donc pour contrôler le Heartland et pour contrôler le monde, il faut se débarrasser de la Russie. Maintenant, revenons à l'anthropologie. Ce qui est frappant quand on se penche sur l'anthropologie russe et l'anthropologie anglaise, et donc anglo-américaine, puisque les Anglais ont accouché des États-Unis, c'est que ce sont deux anthropologies fondamentalement opposées. Tout oppose ces deux anthropologies. Je commence par l'anthropologie russe, et on va commencer par la famille. L'anthropologie russe est une anthropologie communautaire, donc anti-individualiste. On est dans une famille qui est une sorte de magma, avec dans le même foyer le patriarche, donc le grand-père, les enfants et les petits-enfants. Donc quand le fils se marie, il ramène dans le foyer du patriarche sa femme, et c'est là qu'il fait ses enfants. Donc on est dans une structure communautaire autoritaire, avec un patriarche tout-puissant, entre guillemets, qui contrôle les enfants et les petits-enfants. Et on est aussi dans une anthropologie égalitaire, c'est-à-dire que quand le patriarche meurt, il y a un partage égalitaire des terres, de l'héritage, entre les frères. Donc on est dans une structure familiale qui est fondamentalement communautaire, anti-individualiste. Et ce sont des structures qui se sont développées sur des milliers et des milliers d'années, parce que la structure familiale originelle, comme l'avance l'anthropologue Emmanuel Todd, qui est l'élève, il a pris la suite de Peter Laslett et de Alan McFarlane, il explique que la structure familiale originelle est une structure familiale nucléaire, et que ce sont les évolutions historiques et la situation géographique qui modifient la structure familiale. Et les grandes civilisations ont été fondées, principalement en Mésopotamie, le croissant fertile, la Chine, par la phase 2 de l'évolution des structures familiales, c'est-à-dire la famille souche, qui correspond à la famille allemande aujourd'hui, la famille japonaise. C'est-à-dire le fils, donc, qui hérite seul, le premier-né, primogéniture, qui hérite seul, et les autres enfants sont évacués, écartés de l'héritage. Et dans un troisième temps d'évolution anthropologique, on a l'apparition de la famille communautaire. Cette famille communautaire russe, on retrouve à peu près le même type en Chine, en Iran, dans le monde arabe, au Maghreb, avec des variantes. Donc on est dans une culture où les ancêtres sont extrêmement importants, les ancêtres sont très présents dans le discours officiel russe, Vladimir Poutine en parle très souvent, parce qu'il y a un attachement très fort à la famille, à la terre et à la continuité. Donc on est dans des cultures avec des consciences historiques et des mémoires très, très importantes.
très solide. Et un rapport aux autres peuples qui découle justement de cette anthropologie égalitaire. C'est-à-dire que pour les Russes, les autres peuples sont a priori leurs égaux. Et dans un système impérial, comme dans l'Empire romain, qui était aussi égalitaire, on absorbe les autres peuples de façon quand même brutale. Hein. C'est l'Empire qui veut ça. Le système impérial qui veut ça. Mais on ressent cela dans les relations internationales et dans les rapports que peuvent avoir les Russes avec les nations plus faibles qui ont un rôle mineur sur la scène internationale. Maintenant, allons à l'anthropologie anglaise. Elle est diamétralement opposée. L'anthropologie anglaise est individualiste. C'est-à-dire que très tôt, en Angleterre, dans la famille paysanne anglaise, les enfants, dès qu'ils atteignaient l'âge adulte, étaient quasiment chassés du foyer. Ils partaient, ils s'éloignaient du foyer, ils se mariaient, ils faisaient des enfants. Donc c'est une famille nucléaire absolue, très individualiste. Ça va vous donner une société où l'individu a une place beaucoup plus importante que la famille et que la communauté. Autre spécificité, c'est un système inégalitaire. Par exemple, en France, dans le bassin parisien élargi, vous avez traditionnellement des règles d'héritage égalitaires entre les garçons et même entre les filles, avec structure familiale nucléaire. Mais dans la famille anglaise, il n'y a pas cette égalité. C'est-à-dire que par testament, le père peut choisir un garçon parmi tous ses enfants. Donc un va hériter, les autres seront exclus de l'héritage, ce qui n'est pas systématique. Et bon, ça, j'y reviendrai dans mon prochain ouvrage. On remarque que très tôt, autour des années 1500, vous avez en Angleterre plus de terres qui sont vendues que de terres qui sont données en héritage. Donc ça vous donne un peuple avec un tempérament très individualiste, inégalitaire, et qui a un rapport à la famille et à la terre qui est assez ténu. Donc pour la famille anglaise, la continuité, l'héritage, ce n'est pas quelque chose de très important. Et donc ça va vous donner une société liquide, avec des individus très mobiles. Si vous voyez la mobilité des individus et même des familles en Angleterre traditionnelle et même aux États-Unis dans l'époque moderne, vous voyez une très grande mobilité des individus et des familles. Ce qui n'est pas le cas dans les cultures plus terrestres. Et donc, vous allez avoir, dans leur relation aux autres peuples, des caractéristiques très particulières qu'on va retrouver tout au long de l'histoire. C'est-à-dire l'idée que les peuples sont inégaux, l'idée qu'il y a peut-être trop d'Indiens en Amérique, donc on va supprimer, l'idée que les Noirs peuvent être nos esclaves sans problème, et ça va perdurer parce que le système ségrégationniste aux États-Unis, c'est jusque dans les années 1960. Donc un rapport aux autres peuples tout à fait inégalitaire. Et on le voit encore aujourd'hui dans l'attitude des États-Unis, du monde anglo-américain, même vis-à-vis des Européens, des continentaux. Et donc vous avez deux visions du monde, la vision russe, là on parle de la Russie, mais je pourrais parler d'autres peuples, notamment le peuple allemand, deux visions du monde qui sont diamétralement opposées et qui étaient vouées à s'affronter parce que le monde anglais, qui va au XVIe siècle opérer une transformation, va devenir un empire, considère que le monde entier doit lui appartenir. Ça, je vais y revenir après. Le monde entier doit lui appartenir et par conséquent, la puissance pointée du doigt par Mackinder, et en fait traditionnellement par les Anglais, qui fait obstacle,
c'est la Russie pour la domination du monde. C'est pas parce que Poutine est méchant, ou c'est pas parce que les Russes sont méchants. Ils sont diabolisés parce qu'ils constituent un obstacle géopolitique. Et donc, le monde entier doit être soumis au monde anglo-américain, et la Russie n'a pas choisi d'être géographiquement à cet endroit-là, naturellement résiste. Donc la confrontation était inévitable, comme la confrontation du monde anglo-américain et de l'Europe continentale. Mais l'Europe continentale a été soumise. J'y reviendrai peut-être si j'ai le temps sur cette soumission. Et dans cette confrontation, avant que j'oublie, toujours confrontation anthropologique, le monde russe a un désavantage par rapport au monde anglo-américain. Parce que la structure familiale anglaise, donc anglo-américaine, est extrêmement légère, mobile et a une très grande capacité d'adaptation et une très grande vélocité, c'est-à-dire que les prises de décision sont faites assez rapidement, les prises de décision ont un impact immédiat sur le terrain, alors que dans le monde russe, étant donné qu'on est dans une anthropologie donc communautaire, on est dans un monde terrestre très lourd, très dense. Donc quand on va prendre une décision, on va prendre tout son temps pour prendre la décision. Et on le voit en fait ces dernières années par rapport, dans cette confrontation entre l'OTAN et la Russie. L'OTAN organise un coup d'État en Ukraine. Bon, la Russie ne réagit pas trop. Elle profite quand même de l'occasion pour récupérer la Crimée. Le régime de Kiev bombarde pendant 8 ans le Donbass. La Russie met 8 ans à intervenir réellement, mais bon, ça s'explique aussi, hein. Il y a une dimension stratégique derrière, peut-être que j'en parlerai après. Et là, on l'a vu avec l'intervention militaire russe sur le terrain. Au début, ça a été très rapide et fulgurant parce que il y a une puissance balistique russe qui est réelle, et ils possèdent d'ailleurs, ils sont les seuls au monde à posséder les missiles hypersoniques. Puis ça s'est tassé, puis on a vu des hésitations dans la prise de décision. On va à Kiev, finalement on ne va pas à Kiev, on se replie. Et il aura fallu aussi du temps pour se rendre compte que leur infériorité numérique avait un impact négatif sur le terrain. Donc Vladimir Poutine a pris la décision de la mobilisation partielle. Et donc il a fait, je crois, ratifier ça par la Douma. Puis ensuite on a commencé à mobiliser. Puis on s'est rendu compte que la mobilisation s'est faite quand même avec des erreurs, puisqu'on mobilisait des fois des personnes de plus de 60 ans, des diabétiques, etc. Donc c'est juste pour illustrer mon propos. Il y a une lourdeur qui correspond en fait à une lourdeur anthropologique. Donc il y a un rapport au temps, mais aussi à l'espace qui est différent. La Russie, qui est un peuple, les Russes qui sont un peuple terrestre, considèrent que, d'une certaine façon, rien ne presse. Et même dans la confrontation entre l'Union soviétique et la Russie, c'était Julien Freund qui analysait ça et qui disait les soviétiques ne sont pas pressés parce qu'ils n'ont pas la pression de l'opinion publique. Mais je pense que ça va bien au-delà de ça. Ça a à voir avec, je pense, avec l'anthropologie. Et maintenant, ce qui nous amène au choc suivant, au thème suivant que je veux aborder, qui est le thème du choc géographique, du choc entre terre et mer, du choc en fait des éléments. Et donc l'opposition entre le monde anglo-américain et le monde russe, c'est aussi un choc élémentaire, c'est un choc géographique. Alors, là cette fois, on va commencer par l'Angleterre. Donc comme je vous disais, au XVIe siècle, l'Angleterre opère sa mutation. Dans les années 1500, 1530,
il commence à y avoir une réforme religieuse, politique, donc politico-religieuse. L'Angleterre, avec son ministre principal, le ministre principal du roi Henri VIII, Thomas Cromwell. Thomas Cromwell donc, engage un certain nombre de réformes, et une des plus importantes, c'est la rupture avec Rome. C'est-à-dire qu'il y a une séparation nette entre l'Angleterre et Rome. L'Angleterre rejette désormais l'autorité de l'Église catholique. Il confisque les biens de l'Église, il s'attaque aussi au monastère, et en 1534, Thomas Cromwell déclare que l'Angleterre est un empire. Donc cette réforme religieuse va conduire l'Angleterre à adopter, dans la seconde moitié du XVIe siècle, sous le règne d'Élisabeth Ier, le calvinisme. Donc on a, au XVIe siècle, la réforme luthérienne sur le continent. Parallèlement, on a une rupture avec Rome de l'Angleterre. L'Angleterre largue les amarres. Elle devient une puissance maritime. En fait, elle devient la grande puissance et la seule véritable puissance maritime à l'échelle de l'histoire. Et elle adopte le calvinisme comme religion. Et cette transformation, donc en empire et en empire des mers, va avoir un impact considérable sur l'histoire du monde. Parce que l'empire maritime est diamétralement, encore une fois, opposé à l'empire terrestre. Sur mer, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière. Il y a, étant donné que la mer, comme le disait Ratzel, est une, le commerce devient un, parce que l'Angleterre en fait devient un empire maritime et un empire du commerce. Cette unité de l'élément marin, qui va conduire en fait à une unité du commerce et à une unité de l'empire, donc une volonté de dominer le monde, puisque la mer n'a pas de frontières, va d'une certaine façon modifier l'esprit anglais et va lui donner, ou plutôt amplifier cette dimension individualiste, recherche de l'intérêt, impérialiste, extrêmement mouvant. Ça change le rapport au commerce, à l'économie. Donc ce sont quand même les Anglais qui vont accoucher du libre-échangisme et donc du libre-échange à l'échelle planétaire, qui va en fait devenir une idéologie, un dogme jusqu'à nos jours, mais ça va aussi avoir un impact sur le plan juridique, puisque le droit de la mer n'est pas le même que le droit de la terre, et un impact sur la guerre, le droit de la guerre. Les empires terrestres, lorsqu'ils mènent la guerre, ils mènent une guerre qui se pose dans le cadre d'une relation d'État à État, une confrontation d'un État à l'autre. Et donc dans le cadre de cette confrontation de l'État à l'autre, ce sont deux armées qui s'affrontent en race campagne et par définition en épargnant les civils. Alors que l'empire maritime a une toute autre philosophie de la guerre. Il pratique le blocus, il pratique la guerre économique, donc les sanctions économiques, vous entendez maintenant parler tous les jours, du matin au soir. Lorsque vous pratiquez la guerre économique, votre cible n'est pas simplement l'armée ou l'État adverse, la cible, ce sont les citoyens non armés, ce sont les civils. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque un journaliste a posé la question à Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État sous Clinton, est-ce que ça valait le coup d'imposer des sanctions économiques contre l'Irak qui ont causé 500 000 morts parmi les enfants? Elle a dit oui, ça vaut le coup. On ne le comprend pas
quand on est normalement constitué, mais du point de vue de l'empire maritime, c'est quelque chose de normal. Et la mer est sans frontières, d'où les idéologies sans frontiéristes qui vont naître dans ces milieux culturels, n'a pas de frontières et n'a pas de limites. Donc, la vision impériale de l'empire maritime est par définition sans limite. Ça nous ramène justement à l'idée de domination universelle. La domination universelle est intrinsèquement liée à la mer, à la puissance maritime. Alors que la puissance terrestre, par définition, elle est limitée. Elle est limitée par les frontières naturelles et elle est limitée par les frontières artificielles. Et dans cette confrontation, lorsque un empire maritime, l'empire anglo-américain, parce qu'en fait les États-Unis sont une île géante qui a pris la suite de la Grande-Bretagne. D'ailleurs, vous remarquerez que dans les communiqués officiels de la Russie, ceux qui sont visés principalement, c'est toujours les Anglais et les Américains. Les Russes disent systématiquement « les États-Unis et les Anglais sont à la manœuvre en Ukraine ». Parce que le continent européen n'est plus un sujet géopolitique, il est un objet géopolitique, il est l'objet géopolitique de la puissance thalassocratique. Et ce qu'on a vu en fait cette dernière décennie, c'est l'empire tellurique, donc la Russie, qui s'est remise sur ses pieds, donc qui a reconstitué une armée, etc., et qui a été en capacité de jouer son rôle d'empire terrestre, qui est celui de fixer des limites. La première limite, ça a été véritablement contre le monde anglo-américain. Je ne parle même pas de la Géorgie en 2008. Du point de vue russe, c'était une escarmouche. Mais la première limite véritablement qui a été posée, ça a été en Russie, en Syrie, quand les navires de guerre états-uniens, britanniques et français, sous François Hollande, s'apprêtaient à bombarder la Syrie. Les navires de guerre russes se sont interposés. Ils avaient dit, d'ailleurs, c'est la limite, c'est la ligne rouge. Et la seconde limite, ça a été, là on l'a vu, en Ukraine. Donc en fait, il faut se dire que ce qui est en train de se passer, d'une certaine façon, c'est la logique de l'histoire. C'est la logique de l'histoire, c'est la logique de la géographie, et c'est la logique de la confrontation des éléments. Ce qui m'amène maintenant au choc suivant, qui est le choc religieux. Alors, d'un côté, vous avez Moscou, donc la Russie, avec comme capitale donc, Moscou, qui est l'héritière de l'ancienne capitale, donc l'ancienne capitale politico-religieuse du christianisme, Constantinople, et qui est l'héritière elle-même de la première grande capitale du christianisme, Rome. Ces trois capitales sont des capitales d'empire terrestre. Alors quand on dit empire terrestre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de flotte et qu'il n'y a pas d'empire au-delà de la mer. Mais la Méditerranée est une mer fermée, c'est un grand lac. On ne peut pas parler de Venise, Carthage, Rome n'étaient pas des puissances maritimes au sens de la puissance maritime britannique, qui est le seul empire marin qui s'est maintenu pendant 3 siècles. Et donc un empire maritime mondial. On peut même parler en fait d'empire océanique, empire des océans. Alors que jusque-là, on était sur des empires de mer et des empires qui ne se sont pas maintenus sur le plan mondial. L'Espagne, la France ne se sont pas maintenus en tant qu'empire des mers. Et surtout, n'avaient pas l'esprit de l'empire de la mer. Donc, Moscou est l'héritière de cet impérialisme terrestre chrétien. Face à cela, on a la Grande-Bretagne qui a rejeté le catholicisme, qui s'est séparée de l'empire catholique, donc romain, qui était un empire terrestre, c'est-à-dire qu'il y a eu une rupture avec l'empire de la terre,
et l'adoption d'une religion, pas n'importe laquelle. Ils n'ont pas adopté le luthérianisme, qui est une réforme, bien sûr, hein, une réforme qui est une rupture avec Rome, mais qui reste une réforme attachée encore à la terre, puisque Luther va rejeter l'Église, mais il va constituer une sorte de contre-église, une autre autorité, notamment appuyée sur les princes germaniques. Donc c'est resté la religion d'un pouvoir terrestre. Mais les Anglais ont adopté le calvinisme. Le calvinisme, c'est encore autre chose. C'est l'étape suivante de la réforme protestante, qui est le calvinisme, une religion, une idéologie taillée sur mesure pour la bourgeoisie, pour les commerçants, pour les banquiers, pour les industries. C'est une idéologie, c'est une religion intrinsèquement bourgeoise, de la recherche de l'intérêt individuel, même collectif, une religion fondamentalement inégalitaire. Le luthérianisme était inégalitaire, mais le calvinisme va aller plus loin dans l'inégalitarisme, avec une vision encore plus matérialiste, et combinée en fait au concept de grâce, ça va vous donner en fait l'idée que la bourgeoisie est une sorte de peuple élu, donc d'une classe sociale élue, qui est justifiée, disons, par sa réussite sociale. Et l'Angleterre, qui devient un empire maritime, donc empire commercial, va naturellement adopter le calvinisme, qui va être d'une certaine façon la religion parfaite pour l'aventurier des mers qui recherche les richesses. Il y avait un grand marin, un officier aventurier anglais du XVIe siècle qui disait « Qui contrôle les mers contrôle ses richesses, qui contrôle les richesses donc, du monde possède le monde ». Cette idée résume tout, en fait, de l'esprit anglais parfaitement adapté au calvinisme. Et le calvinisme, qui est une idéologie, religion bourgeoise, n'a pas pu s'adapter, n'a pas été adopté, même le protestantisme en général, par n'importe quel peuple. Par exemple, en France, au XVIe siècle, il n'y a que la bourgeoisie et la noblesse, en tout cas une partie de la bourgeoisie, une partie de la noblesse, qui ont adopté le protestantisme. Si vous regardez la Russie actuellement, il y a un conflit à l'intérieur même de la Russie. Il y a un conflit de civilisation. Parce que le conflit de civilisation, le choc des civilisations entre progressisme et conservatisme, on le retrouve à l'intérieur même des nations. Et ce choc, en fait, c'est celui de la bourgeoisie contre le peuple. La bourgeoisie cosmopolite, déracinée, en tout cas qui aspire à être autre part, contre un peuple enraciné. Vous avez la même chose en France, la bourgeoisie des villes contre la France périphérique, les gens qui sont enracinés. Et à l'échelle géopolitique, vous avez le même conflit. Donc vous avez le conflit en micro et vous avez le conflit en macro. Et le conflit, et en fait, cette idéologie devient prédominante quand c'est une culture qui est majoritairement individualiste, mais elle entre en conflit avec une bonne partie de la population quand elle est dans un terreau, disons, communautaire et donc conservateur, comme en Russie. Donc il y a une lutte, une tension interne. Et donc on retrouve cette tension, cette confrontation à l'échelle mondiale, donc qui est une confrontation entre progressisme et conservatisme, entre anthropologie individualiste, anthropologie communautaire, entre l'empire des terres et l'empire des mers, et entre une religion enracinée conservatrice et égalitaire, comme l'est la religion chrétienne orthodoxe, et une religion inégalitaire adaptée à un peuple inégalitaire. Donc je vous ai dressé, en gros, le panorama de la grande confrontation aujourd'hui. Je vous remercie, on passe aux questions-réponses.
Alors, oui, la Chine, j'aborderai la Chine dans mon prochain ouvrage. La Chine n'est pas un empire des mers, c'est un empire terrestre, on l'appelle même l'empire du milieu. Et d'ailleurs, si vous regardez la carte géographique de son projet de nouvelle route de la soie, c'est un projet qui est essentiellement terrestre. Il y a bien sûr une dimension maritime, mais c'est essentiellement terrestre et c'est des rails eurasiatiques donc, qui partent de l'est de la Chine à l'ouest du continent eurasiatique, donc en Europe. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles la Chine est très intéressée au sens préoccupée par le conflit en Ukraine. Mais la Chine a quand même une attitude très particulière, ambivalente et singulière face au monde américain et au monde anglo-américain, qui n'a pas été l'attitude de la Russie. Les Américains, lorsqu'ils étaient encore intelligents, dans les années 70, ont tendu la main à la Chine. Donc ça a été une des stratégies de Nixon conseillée par Kissinger à l'époque, pour découpler la Chine et l'Union soviétique à l'époque. À partir de là, il y a une stratégie qui s'est développée en Chine qui a quand même consisté à mettre une bonne partie de sa population au service des multinationales anglo-américaines, donc au service du capitalisme occidental. Ce que les Russes n'ont pas fait, même quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, il n'a pas du tout eu cette stratégie économique. Il n'a pas mis le peuple russe au service du capitalisme occidental. Mais la Chine a utilisé quand même la mise en esclavage de sa propre population dans une vision tout de même à long terme, parce que ça a permis à la Chine de bénéficier d'un transfert de technologie, donc des grandes industries occidentales, et d'elle-même monter en gamme. Et dans un second temps, donc premier temps, mise en esclavage de sa population, second temps, montée en gamme, avec l'émergence d'une classe moyenne, constituée de 300 millions d'individus quand même. Et l'étape suivante, ça a été de ne pas simplement être l'atelier du monde, dépendante en fait de la consommation du monde occidental, mais de développer son marché intérieur, d'où le développement justement d'une classe moyenne, pour être presque en autarcie, c'est-à-dire avoir une classe moyenne capable d'absorber sa production. C'était la vieille contradiction du 19e siècle du capitalisme, c'est-à-dire la difficulté à trouver des débouchés, une production plus importante que la consommation. Alors, je ne pense pas que la Chine soit... Il faudrait que je regarde les derniers chiffres, justement. Il y a vraiment eu une montée de la classe moyenne qui lui a permis d'absorber une bonne partie de sa production. Et l'étape suivante, ça a été quand même celui de la confrontation en fait, avec le monde anglo-américain. Parce que le monde anglo-américain a une stratégie ambivalente. D'un côté, on fait de la Chine notre allié, c'est-à-dire le capitalisme anglo-américain fait de la Chine son allié objectif, puisqu'elle délocalise les entreprises en Chine, ce qui lui permet de maximiser ses bénéfices. Mais en même temps, on a une stratégie géopolitique de contention de la Chine. Et bien sûr, les Chinois s'en sont rendus compte. Il y a une vingtaine d'années, les élites chinoises sont arrivées à la conclusion que la Chine finirait par entrer en guerre contre les États-Unis. Les coups de Trafalgar ont commencé, notamment en 1999, quand l'OTAN a bombardé accidentellement l'ambassade de Chine à Belgrade, quand il a bombardé la Serbie. Et en fait, maintenant, avec la Chine, on est quasiment entré de plein pied dans une confrontation géopolitique
qui a été précédée par la stratégie de Trump aux États-Unis, qui est continuée en fait aujourd'hui par l'administration Biden, qui est celle de rapatrier un maximum d'industries américaines sur le sol états-unien. Donc il y a une sorte de protectionnisme américain, donc une sorte de machine arrière par rapport à la globalisation économique qui utilisait quand même la Chine, et une plus grande agressivité sur le plan géopolitique, sur le plan militaire. Et aujourd'hui, la Chine en est parfaitement consciente, notamment avec la crise à Taïwan, qui survient en réalité juste après le début de l'opération russe en Ukraine, ce qui correspond à la stratégie américaine élaborée dans les années 40 par Nicholas Spykman. Nicholas Spykman, qui est l'héritier aux États-Unis d'Alford Mackinder, qui a développé la stratégie de contention par le Rimland. Rimland, c'est-à-dire toutes les zones côtières du monde eurasiatique, donc la contention de la Russie d'un côté et de la Chine de l'autre. Voilà. Question suivante. D'accord. Alors, j'ai traité de cette question-là dans un dossier récent qui a été publié sur Strategica, qui s'appelle la guerre eschatologique Russie-Occident. Alors, c'est un autre, c'est un autre thème, c'est un autre volet qui est celui du messianisme juif qui est identifié par les chrétiens comme les musulmans comme étant en fait un messianisme antichristique, c'est-à-dire qui travaille à l'avènement de l'antéchrist. Et face à cette puissance, les puissances antichristiques que j'identifie au monde anglo-américain, il y a ce qu'on appelle le katéchon dans le christianisme, qui signifie en grec « celui qui retient ». Et donc historiquement, ce qui retient le katéchon, ce sont les puissances terrestres. Rome, la première Rome, ça c'est dans la tradition chrétienne. Les pères de l'Église pensent que le katéchon, c'est l'imperium romanum chrétien, c'est-à-dire l'empire chrétien, l'empire catholique romain. La première Rome, c'était donc en Europe, la seconde Rome, Constantinople, la troisième Rome, Moscou. Bon, là, je fais vite. Donc, on peut arriver à la conclusion que le katéchon, aujourd'hui, qui est la puissance terrestre qui retient l'antéchrist, c'est-à-dire qui repousse momentanément les puissances géopolitiques de l'antéchrist, et la Russie. Mais dans mon dossier, j'explique que Rome, la première, la deuxième et la troisième ne sont pas les seuls catéchons, mais que du point de vue du messianisme juif, le califat, les empires musulmans étaient aussi des catéchons dans la mesure où ils ont instauré et maintenu un ordre sur terre qui, par définition, s'oppose au désordre antichristique. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Alors, du point de vue russe, faut voir la chronologie. Ce ne sont pas les Russes qui ont décidé des sanctions économiques. Les Russes sont la partie défensive dans cette opposition, et le plus souvent possible, quand ils le peuvent, ils retournent les attaques de l'Occident contre l'Occident. Alors, l'Occident, les États-Unis, a imposé des sanctions à la Russie, mais il faut comprendre que les États-Unis ont deux cibles. Ils ciblent la Russie, mais aussi
l'Europe et plus précisément l'Allemagne. Donc ce sont des sanctions imposées contre la Russie, mais surtout contre l'Europe. Donc dans ce contexte-là, les Russes sont quand même conscients que ces sanctions économiques peuvent conduire à des révoltes en Europe qui peuvent déstabiliser les gouvernements européens. Et j'avais dit lors d'une conférence à Marseille en mars dernier, j'avais dit, bon, si les Russes sont un peu, comment dire, taquins sur les bords, ils pourraient attendre que l'hiver approche et fermer le robinet. Alors, ils ont commencé quand même, les Russes, à réduire leur livraison de gaz à l'Europe. En fait, ce sont des contre-sanctions et qui rentrent donc dans le cadre d'une stratégie russe, mais ce n'est pas une stratégie qui a été élaborée il y a longtemps. C'est quand même une stratégie qui leur a été imposée d'une certaine façon par les États-Unis. Mais les États-Unis ont réglé le problème, puisqu'ils ont fait exploser le Nord Stream 1 et le Nord Stream 2. Mais apparemment, il y a encore un tuyau du Nord Stream 2 qui fonctionne. Bref, peu importe, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Donc, du point de vue russe, il peut y avoir effectivement l'intégration de cet élément dans leur stratégie. C'est-à-dire, on va faire durer la guerre au moins jusqu'à l'hiver, jusqu'au printemps. En hiver, avec les pénuries de gaz et aussi de pétrole, ce qui se sont arrangés d'ailleurs là avec les Saoudiens pour réduire la production de pétrole, ce qui va accélérer et aggraver la crise en Europe. Et cela, effectivement, ça peut conduire en Europe à une série de révoltes et d'affaiblissement des gouvernements européens. Les Américains s'en fichent parce qu'ils ne sont pas sur le continent. Et les dirigeants européens, étant donné qu'ils ne sont pas, comme je l'ai dit, un sujet géopolitique, mais un objet, ils ne voient pas aussi loin au niveau stratégique, puisqu'ils ne sont qu'un objet et qu'ils sont tributaires de la stratégie américaine. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Maintenant, par rapport au Hezbollah et à Israël qui va en fait s'emparer de champs pétrolifères au large, parce qu'en fait il devait y avoir une négociation entre le gouvernement libanais et Israël pour savoir qui devait l'exploiter et comment, etc. Donc je crois que le Hezbollah a dit que de toute façon eux ne sont pas partie prenante des négociations et que si les Israéliens veulent s'emparer du champ pétrolifère, eh bien, ils frapperaient. Donc, effectivement, ça peut être un casus belli et conduire à une nouvelle guerre entre Israël et le Hezbollah. Sauf qu'on n'est plus dans la même configuration que 2006. Entre-temps, il y a eu la guerre en Syrie, et il y a eu la guerre contre Daesh et les groupes terroristes. Et il y a maintenant les gardiens de la révolution islamique d'Iran qui sont aux portes d'Israël. Donc une guerre Israël-Hezbollah impliquerait peut-être une guerre Israël-Hezbollah-Pasdaran, gardiens de la révolution. Les Pasdaran, c'est le gouvernement iranien. Donc ça pourrait dégénérer en guerre régionale. Et donc là, vous avez un arc de crise, Ukraine, Proche-Orient et Taïwan. Donc là, vous avez les ingrédients de guerre régionale qui peuvent conduire à une guerre mondiale. Alors par rapport à l'intervention russe dans le Donbass qui a mis 8 ans, en fait, faut reprendre la chronologie. En février, il y a eu le coup d'État organisé par l'OTAN à Kiev, donc, ce qui a amené au pouvoir ce régime, le régime de Kiev. Immédiatement, les Russes, en
en mars 2014, donc février 2014, coup d'État en Ukraine. Mars 2014, les Russes mettent la main sur la Crimée. Donc ils récupèrent la Crimée. Référendum, je crois que 95-98% de la population est favorable au rattachement. Et immédiatement, les États-Unis ordonnent, et c'est appliqué par l'Union européenne, une batterie de sanctions économiques contre la Russie. Et ça a contraint la Russie à poursuivre son développement industriel et aussi à poursuivre son développement agricole. Et en quelques années, la Russie est devenue autonome sur le plan alimentaire. Autonome et aussi premier ou deuxième exportateur de blé au monde. Donc, du point de vue russe, il y avait cette stratégie consistant à gagner du temps. C'est-à-dire qu'on va développer nos secteurs industriels sur lesquels il y a des manquements, parce que pour un certain nombre d'équipements, la Russie devait acheter à l'Occident. Et quand elle a été frappée par les sanctions, eh bien, elle a développé, élargi, disons, ses gammes industrielles pour ne plus être dépendante de l'Occident. Et comme je l'ai dit, développement agricole pour pouvoir vivre en autarcie. Et achat massif d'or ces dernières années. Et puis la mise en place de modalités de paiement et d'un système international de carte bleue qui a fini par se mettre en place. Un système de transactions russe, voilà, qui a pu remplacer au pied levé en fait le système SWIFT et en combinaison avec le système de paiement chinois. Donc tout cela prend du temps. Et je pense que c'est pour cela que les Russes ont attendu cette année en fait pour intervenir dans le Donbass. Voilà. Mais sur le plan géopolitique, normalement, lorsque votre adversaire géopolitique entre dans votre sphère d'influence, je ne parle pas des frontières, hein, je parle de la zone d'influence. Il y a un périmètre de sécurité, normalement, à ne pas franchir. Normalement, donc, quand votre adversaire le franchit, vous réagissez à ce moment-là. C'est pour ça que je dis d'une certaine façon, je comprends pourquoi les Russes ont pris autant de temps pour réagir, mais sur le plan géopolitique pur, c'était quand même extrêmement dangereux. Parce que les Américains étaient à deux doigts d'installer des missiles nucléaires sur le sol ukrainien. D'ailleurs, en janvier, c'est ce qu'a demandé Zelensky à Munich. En fait, ce n'est pas Zelensky qui le demande. Zelensky, c'est la marionnette que les États-Unis font parler. Donc, le risque pris par les Russes a été quand même important. Normalement, si on est dans la géostratégie pure, les Russes auraient dû intervenir tout de suite après le coup d'État. C'est-à-dire coup d'État en février, reprise de la Crimée en mars et intervention dans le Donbass. Et neutralisation du nouveau régime. Là, c'est sur le papier que je vous dis, mais en géostratégie, c'est ça qu'ils auraient dû faire, sur le papier. Et d'ailleurs, c'est ce que Alexandre Douguine avait reproché à Moscou à l'époque, en 2014. Il avait dit, maintenant, il faut rentrer en Ukraine, juste après avoir récupéré la Crimée. Voilà. Mais bon. Est-ce que l'économie russe... Alors, on vous... Attendez juste... Au niveau de la prospection à court terme... Ah, la prospective. Je ne suis pas voyant, donc je ne peux pas vous dire... moi, je peux faire de la prospective à moyen terme. En fait, la prospective, c'est quoi? Vous avez un diagramme et vous avez des courbes. Voilà. Et les courbes, ce sont les tendances, en fait, les tendances lourdes ou alors les signaux faibles. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends les courbes et puis je les prolonge. Vous voyez? Mais c'est très difficile. Vous voyez, par exemple, là, ce matin, il y a eu un attentat qui a frappé un pont en Crimée. Bon, bah, ça, c'est le genre de truc que je ne pouvais pas anticiper. Vous voyez? Ça, voilà, ça arrive. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui va se passer dans les prochains mois, ça va être pénurie. Là, la France est déjà en train de piocher dans ses réserves pour alimenter les stations essence,
Donc je vous laisse imaginer ce qui va se passer quand les Français, surtout les Français qui travaillent, qui ont besoin de leur voiture, ne pourront plus aller au travail. Un, parce qu'il n'y aura plus d'essence, ou deux, parce que le peu d'essence qui restera sera trop cher. Donc là, on va vers un hiver peut-être infernal. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de... Évitez de parler, s'il vous plaît, en tant que moi, s'il vous plaît. L'hiver qui arrive et l'année 2023, je pense, peuvent être décisives, véritablement. Et ça peut conduire à des déstabilisations, même du pouvoir français. 2023, ça peut vraiment, vraiment basculer et on peut connaître des bouleversements très importants en France et en Europe. On va commencer par le monde arabe en général. Ce qu'on a vu quand les États-Unis ont imposé des sanctions et ont condamné, en fait, il y a eu un vote pour condamner l'intervention russe en Ukraine, il faut constater que à peu près 80% de la population mondiale, entre 70 et 80%, a refusé de condamner la Russie, y compris le monde arabe. Et y compris un pays comme le Maroc, qui est traditionnellement proche du monde occidental. Le Maroc n'a même pas été présent, en fait, lors du vote à l'Assemblée générale. Et je prends le cas du Maroc parce qu'il est significatif. Le Maroc est le premier partenaire commercial de la Russie en Afrique. Et en fait, ce qu'a fait Vladimir Poutine, ce qu'ont fait les Russes avec l'intervention en Ukraine, c'est dénuder le roi. C'est-à-dire qu'ils ont montré au monde que le roi était nu. C'est-à-dire qu'ils ont montré que combattre l'OTAN était une possibilité et surtout le soutien de la Chine derrière et même de l'Inde. Donc, je veux dire, là, on est quasiment à 40% de la population mondiale. Tout cela est un signe pour le reste du monde. Le reste du monde est témoin. Je veux dire, les gens ne sont pas stupides, ils voient ce qui se passe. Ils voient que la Russie résiste au monde occidental, que la Chine est derrière la Russie, que l'Inde refuse de condamner la Russie, et que la Russie, qui est le premier ou deuxième exportateur de blé, d'engrais, de gaz, de pétrole, est un acteur, en fait, pas seulement géopolitique, mais même géoéconomique, plus important que les États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est quoi ? Les États-Unis, c'est le boulet du monde. La balance commerciale des États-Unis oscille entre... Donc négative, hein, ça fait des décennies qu'ils sont sur une balance commerciale négative. C'est entre 500 milliards et 900 milliards de dollars par an de déficit. Il faut bien que quelqu'un finance ça. Et donc le système financier de Wall Street, son rôle, entre autres choses, c'est de capter l'argent du reste du monde pour alimenter la consommation des États-Unis. Donc ça aussi, les autres acteurs mineurs du monde le voient. Et il y a aussi une dimension un peu revancharde, c'est-à-dire que ce monde occidental, avec à sa tête le monde anglo-américain, n'a cessé d'humilier et de massacrer les populations d'une partie du monde. C'est-à-dire les États-Unis et leurs alliés, la France y compris, c'est des dizaines de millions de morts derrière eux. Et des centaines de millions de personnes appauvries par le FMI, la Banque mondiale, etc. Donc du point de vue de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, la Russie est en train d'une certaine façon, je ne dirais pas d'humilier parce qu'on n'y est pas encore, mais de tenir tête à ce monde qui, lui, les humilie et qui est dépassé notamment en Afrique par la Chine et aussi la Russie qui est de plus en plus présente. Par rapport à l'Arabie Saoudite, MBS, il y avait les États-Unis ont retiré leur base militaire d'Arabie Saoudite. Je ne sais pas s'ils ont retiré toutes leurs bases, mais en tout cas les plus importantes, en 2021. Tout comme ils se sont retirés d'Afghanistan. Et en fait, les États-Unis, de mon point de vue, oscillent entre deux stratégies géopolitiques. La stratégie Mackinder, du Britannique Mackinder, et la stratégie de Spikeman. La stratégie de Mackinder, c'est il faut contrôler le Heartland, d'où la guerre d'Afghanistan.
C'est ce qu'avaient tenté déjà les Britanniques au XIXe siècle. Pour contrôler le monde, il faut contrôler le Heartland. Cette stratégie a échoué. Ils se sont retirés du Heartland et ont accentué leur présence sur le Rimland. Donc en fait, ils se sont retirés d'Afghanistan, ils ont retiré leur base d'Arabie Saoudite et ils ont renforcé leur présence dans le Pacifique et en Europe. Donc stratégie de contention de la Russie et de la Chine. Alors que Donald Trump, auparavant, s'était un peu plus engagé, notamment par des ventes d'armes, à l'Arabie Saoudite. Donc avec Biden, il y a quand même eu un retrait stratégique. Et ils ont laissé un vide que les Russes ont immédiatement occupé avec l'aide de l'Iran, qui ont, en fait, ensemble, bien sûr avec la Syrie et avec le Hezbollah, ont détruit les groupes terroristes financés, armés, pilotés par les États-Unis, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Le Qatar a été détaché du monde occidental par l'Iran et la Russie. Ils ont domestiqué le Qatar, puisque le Qatar a perdu. Ils ont perdu, puisque les groupes terroristes qu'ils finançaient ont été vaincus en Syrie et en Irak. Et donc ces vainqueurs, donc ce principal vainqueur, la Russie, et ses alliés dans la région, exercent une pression géopolitique sur l'Arabie Saoudite, qui se retrouve de plus en plus seule, puisque les Américains le lâchent. Ils sont stupides, mais pas totalement quand même, les Saoudiens, parce qu'ils voient bien que les Américains lâchent systématiquement leurs alliés. Et donc, l'Arabie Saoudite n'a pas d'autre choix, en fait, que d'essayer d'arrondir les angles avec l'Iran et de se rapprocher de la Russie. Voilà. Effectivement, les Russes n'avaient pas encore les missiles hypersoniques. Ça, je le sais. Mais la Russie est une puissance nucléaire. C'est-à-dire que lorsque les Soviétiques avaient installé les missiles à Cuba, les États-Unis ont réagi à raison très violemment, puisque c'était dans leur sphère, zone d'influence et leurs étrangers proches. Ils n'avaient pas de missiles hypersoniques. C'est-à-dire qu'ils ont brandi, les Américains ont brandi la menace nucléaire. Et les Soviétiques ont retiré leurs missiles. C'est-à-dire que je comprends parfaitement que les missiles hypersoniques sont aussi une force de dissuasion. Et en fait, ça a offert à la Russie 2 niveaux de dissuasion. Avant, ils avaient la dissuasion nucléaire. Maintenant, ils ont la dissuasion hypersonique. Mais, comme je l'ai dit, je comprends pourquoi les Russes ont attendu. Je l'ai dit, d'ailleurs j'ai bien insisté, ils ne pouvaient pas faire face même aux sanctions. Oublions même la question militaire, parce que les Russes auraient pu brandir la menace nucléaire. Ils auraient pu brandir la menace nucléaire. Mais je pense que c'est pas seulement en raison des développements qui n'étaient pas encore aboutis des missiles hypersoniques. Je pense qu'ils avaient besoin d'avoir une autonomie alimentaire et de pouvoir faire face aux futures sanctions. C'est-à-dire que quand ils ont repris la Crimée, ils ont subi des sanctions, et bien sûr que les Russes savaient que s'ils entraient plus loin en Ukraine, ils allaient recevoir une batterie de sanctions encore plus importante. Donc il fallait qu'ils se préparent. Donc je pense que c'est ça la raison principale, parce qu'ils auraient très bien pu brandir la menace nucléaire. Et à raison, puisque l'Ukraine, c'est, installer des missiles en Ukraine, c'est à 500-600 km de Moscou. Ils étaient directement menacés. Donc je pense que la raison principale, c'était de pouvoir faire face aux sanctions. Et parce que même si les Russes n'avaient pas eu de missiles hypersoniques, je pense qu'ils seraient quand même intervenus cette année. Parce que il y avait une offensive qui était en train de se préparer, massive, contre le Donbass, une offensive qui est en train de se préparer aussi contre la Crimée, et les Russes le savaient, et c'est pour ça qu'ils sont intervenus. Ils n'avaient pas le choix, en fait. Alors moi, quand j'entends des analystes, même des spécialistes de la Russie, comme Hélène
Carrère d'Ancos, qui est secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Non, mais c'est pas une blague, c'est un titre. Elle est vraiment secrétaire perpétuelle. Hein, c'est pas, je sais pas, c'est la réalité. Ou alors Jean-François Colosimo, qui nous disent on ne comprend pas pourquoi Vladimir Poutine est entré en Ukraine, c'est totalement absurde, il nous parle de néo-nazis, il n'y a pas de néo-nazis en Ukraine, en oubliant que la population du Donbass s'est fait bombarder pendant 8 ans. Je veux dire, ce sont des gens qui font preuve d'une grande lâcheté. Je peux comprendre qu'ils aient peur de se carboniser médiatiquement, mais moi, ce que je leur conseillerais, c'est simplement de se taire. Si vous n'êtes pas capable de dire la vérité, toute la vérité, il vaut mieux vous taire. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. C'est une question simple qui va appeler une réponse assez complexe. Et là, en fait, il faut revenir au XVIe siècle. Non, je vais faire court. En fait, véritablement, on ne peut pas comprendre la soumission du continent européen sans passer par la réforme protestante. Parce que ce qui s'est passé au XVIe siècle, ce n'est pas seulement une nouvelle réforme religieuse, c'est une réforme religieuse, un affaiblissement de l'Église catholique et une série de guerres civiles religieuses qui ont affaibli l'Europe, qui ont affaibli l'Église catholique et qui ont donné naissance à l'État moderne. En fait, l'État moderne souverain. L'État moderne souverain, qui naît à la fin du XVIe et début du XVIIe siècle, va en fait historiquement opérer une rupture avec l'Église catholique, puisque ce n'est plus Dieu qui est souverain et le pape qui est le vicaire du Christ, mais c'est l'État qui devient lui-même souverain. Donc vous allez avoir un affaiblissement du continent européen dans la mesure où l'Église n'est plus la puissance spirituelle régulatrice des relations internationales intra-européennes et les relations du monde européen chrétien avec le reste du monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la naissance de l'Empire britannique, qui est quand même une conséquence indirecte de la réforme protestante, et un empire britannique qui va désigner en fait comme ennemi en fait ontologique la catholicité, donc le continent européen. Et donc cet affaiblissement de l'Église, qui a pour conséquence un affaiblissement du continent européen et la montée en puissance de l'Empire britannique, va conduire en fait finalement à la colonisation du continent européen à la suite de la Première et surtout de la Seconde Guerre mondiale. Et là, il faut vraiment arrêter de chuchoter, parce qu'en fait, j'entends tout. Et donc, je vous en prie. Et donc, ce qui s'est passé à la suite de la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, ça a été un remplacement, en fait, officiel de l'Église par la Société des Nations et les Nations Unies. C'est-à-dire que le droit international n'est plus, en fait, édicté et contrôlé par l'Église catholique, mais par les Nations Unies, dont le siège est aujourd'hui à New York, aux États-Unis. Donc, quelque part, d'une certaine façon, sur le plan du droit international, les États-Unis, les puissances anglo-américaines, plus largement l'Occident, dominent le droit international et en font ce qu'ils veulent. Ils sont au-dessus de ce droit international. Avant, le droit public était conforme en fait à la religion et donc au droit naturel, au droit ultime. Et ce droit reconnaît un souverain, Dieu. Avec la naissance de l'État moderne, on ne reconnaît plus Dieu comme souverain. Qui est-ce qu'on reconnaît comme souverain? L'État le plus puissant du monde, en réalité. Puisque l'État s'est accaparé la souveraineté divine. Donc on est dans un système de transformation théologico-juridique
où le souverain, d'une certaine façon, celui qui a remplacé Dieu, c'est la puissance anglo-américaine. Donc les Russes nous parlent du droit international, ils respectent ce droit international, mais du point de vue américain, qui eux se considèrent comme une nation messianique, ils sont au-dessus du droit international. Donc ils peuvent invoquer le droit international quand il est conforme à leurs intérêts, mais quand il n'est plus conforme à leurs intérêts, ils le violent tout simplement, ils l'outrepassent. Il y a aussi une autre conséquence. La soumission du monde, du continent européen au monde anglo-américain est aussi la résultante de la Seconde Guerre mondiale. Parce que l'Allemagne nazie avait établi un pacte avec l'Union soviétique. Donc c'était implicitement un pacte de non-agression. Les deux puissances telluriques terrestres de l'époque, et même traditionnellement, c'est l'Allemagne et la Russie. Adolf Hitler a commis une erreur qui est une violation des règles de la géopolitique. Il a attaqué l'autre grande puissance tellurique qui est la Russie. En fait, Hitler, dans son esprit, pensait qu'il allait se partager le monde avec les Anglo-Américains, c'est-à-dire contrôler le monde continental eurasiatique, avec la chute de l'Union soviétique, la destruction de l'Union soviétique, et le monde anglo-américain allait contrôler le reste du monde. Les Anglo-Américains n'entendaient pas les choses de cette façon, évidemment. Et cette violation des règles de la géopolitique a conduit, en fait, à servir sur un plateau l'Europe aux Anglo-Américains. Puisque cette guerre entre l'Allemagne et la Russie était une aubaine du point de vue anglo-américain. Puisque l'Allemagne ne pouvait pas gagner contre la Russie, et encore moins contre le général Hiver. Par conséquent, du point de vue anglo-américain, l'idée c'était on va laisser les deux grandes puissances terrestres s'affronter, se neutraliser. Donc les soviétiques ont gagné la guerre contre les Allemands, et les Américains sont venus récolter la mise, ramasser la mise. Résultat des courses, occupation militaire américaine du continent européen, fondation de l'Union européenne sous pilotage américain, installation de l'OTAN, création de la monnaie commune, l'euro sous pilotage américain, et la puissance terrestre européenne qu'est l'Allemagne a été désignée par les États-Unis comme une sorte de gouverneur du continent européen, ouest européen, mais à la condition que l'Allemagne se conforme aux intérêts américains. C'est clair? La dame depuis tout à l'heure demande à prendre la parole. Je voulais juste voir, Youssef, est-ce que ça va? Oui, on peut continuer. Oui, c'est bon. Oui. Ouais, allez-y. Alors, cette information, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous confirmer, mais il me semble qu'il y a toujours des bases militaires américaines en Allemagne. Donc l'Allemagne est de facto un pays qui est occupé militairement par les États-Unis. Mais moi, il n'y a pas eu de traité de paix. J'ai entendu ça à plusieurs reprises. Je n'ai pas connaissance de cette information, je n'ai pas vérifié. C'est entre la France et l'Allemagne. Ah oui, d'accord. À vérifier alors. De la fin de Bretton Woods. Alors, les accords de Bretton Woods étaient en fait des accords économiques passés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça a commencé en 1944, avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient des accords pour répondre à la crise de 1929.
Et une des conséquences en fait de cette... c'était déjà dans les années 30. Aux États-Unis, il y a eu Roosevelt qui a mis en place le New Deal. Et les accords de Bretton Woods, plus précisément, ont été l'officialisation de la domination du monde anglo-américain sur le monde, en fait, et avec le dollar comme monnaie de référence internationale. Avant les accords de Bretton Woods, il y a eu le New Deal, et en 1933, il me semble, aux États-Unis, il y a eu ce qu'on appelle le Glass-Steagall Act. Et le Glass-Steagall Act, ça a été la séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires. Il y a une série de lois, 2 lois dans les années 80 et 90, qui ont annulé le Glass-Steagall Act, et on est reparti dans la financiarisation de l'économie. Et dans les accords de Bretton Woods, il me semble que s'accompagnant à l'internationalisation, enfin la mise en place du dollar comme monnaie internationale, il y avait la promesse, bon, que les États-Unis ne tiennent jamais, la promesse que le dollar serait adossé à l'or. Or, en 1971, Nixon revient là-dessus, il découpe le dollar et l'or, et par la suite, on va rentrer dans une politique monétaire assez étrange, celle de la planche à billets, qui va en fait imposer au monde un dollar qui est en fait une monnaie de singe. Voilà. Et ça va leur permettre de racheter le monde entier et de manipuler leur monnaie comme ils le veulent. Donc c'est devenu une monnaie impériale, plus adossée au dollar, mais adossée sur l'armée américaine, en fait. Ce qui leur permet de mettre une pression sur les nations du monde pour accepter, se maintenir dans l'hégémonie monétaire américaine, mais aussi et surtout à se soumettre au système financier anglo-américain judéo-protestant, avec la création ensuite la création du GATT qui va devenir l'Organisation mondiale du commerce, la création du FMI, qui sont des institutions internationales qui permettent aux États-Unis de dominer le monde qui devient de plus en plus grand, c'est-à-dire de plus en plus peuplé, de plus en plus grand sur le plan démographique. Et en fait, on est en train de sortir des accords de Bretton Woods de facto, à partir du moment où les Chinois, avec les Russes, créent les BRICS, qu'ils rejettent le dollar pour leurs échanges commerciaux, les échanges internationaux. De facto, c'est la fin du système de Bretton Woods. Alors, pour les conséquences pour le monde anglo-américain, disons que la fin du système Bretton Woods est la conséquence de la politique américaine, anglo-américaine, sur des décennies. C'est-à-dire avoir imposé au monde entier le système de libre-échange, la financiarisation de l'économie, a conduit justement une partie du monde, à commencer par les grandes puissances, à remettre en cause ce système qui les appauvrit. Et en fait, les Américains, les Anglo-Américains, d'une certaine façon, sont les premiers à être revenus sur ce système de libre-échange. Avec le Brexit en 2016 et l'élection de Trump en 2016, on a en fait une réaction dans le monde anglo-américain à ce système de libre-échange qui a affaibli le monde anglo-américain. Parce que lorsque vous êtes dans un système de libre-échange, vous vous mettez en concurrence directe avec d'autres industries. Et les États-Unis se sont retrouvés face à l'industrie japonaise et allemande dans les années 70, surtout japonaise. Et ces industries-là ont affaibli l'industrie états-unienne. Et puis, utiliser la Chine comme atelier du monde, c'est bon pour les intérêts privés des multinationales, pour maximiser les bénéfices. Mais c'est très mauvais pour l'industrie américaine, et même occidentale plus généralement, puisque ça conduit à la délocalisation de cette industrie.
Et donc la délocalisation va conduire à l'explosion de la crise de 2008, puisque si vous mettez en place un système de libre-échange avec des pays plus pauvres comme Atelier du Monde, vous allez exercer une pression sur les salaires de vos ouvriers, et une pression sur les salaires de vos ouvriers en fait conduit à une pression générale sur les salaires de votre pays. Et donc vous allez faire exploser l'emprunt public et même personnel des foyers, et vous allez conduire à la création d'une bulle, la bulle immobilière, et une catastrophe financière. Donc en fait, le monde occidental a quand même été victime directe, le monde anglo-américain, victime de son propre système. Donc ils sont revenus sur des politiques plus protectionnistes avec Trump, et une volonté de réguler le système financier, et cela conduit, tous ces excès conduisent quand même à une sorte de partage du monde, où il y a une partie du monde qui rejette ce système de libre-échange et qui va de plus en plus se cloisonner. Voilà. Je ne suis pas économiste, hein, donc ce que j'ai dit peut être un peu approximatif. Moi non plus, je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser. Je dis simplement que j'attends de voir si ce nouveau gouvernement va remettre en cause l'euro, remettre en cause l'Union européenne, remettre en cause l'OTAN et critiquer la guerre menée par l'OTAN en Ukraine. À ce jour, et à ma connaissance, il n'y a pas eu une seule remise en cause de ce système impérial américain en Europe. Donc on va voir, on verra bien. Peut-être que ça commencera un jour, mais en tout cas du point de vue américain, d'après ce que j'ai pu lire, ce nouveau gouvernement ne représente pas un danger majeur. On verra. Pour l'instant, je ne vois rien de positif. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on va accepter qu'il y ait des conservateurs sur le plan sociétal qui vont critiquer l'immigration de masse, qui vont critiquer peut-être même le LGBTisme, et encore je ne sais pas hein, s'ils le font, si, bah, très bien, mais sur les questions dures, économiques, géopolitiques, etc., bon, bah, Meloni, on peut dire que peut-être que c'est du zemmourisme qui a réussi. En Italie. C'est-à-dire que Zemmour, c'était pareil, hein, sur les questions sociétales, très bien contre l'LGBTisme, opposé à l'immigration de masse, etc. Mais pas de remise en question de l'euro, pas de remise en question de l'Union européenne, pas de remise en question de l'OTAN. Et quand il y a eu l'intervention russe en Ukraine, eh bien, tous ces pro-russes, parce qu'il était pro-russe avant, Zemmour, hein, comme beaucoup de droitards, hein, ben, ils sont tous devenus pro-ukrainiens. Voilà. On verra. Le problème, c'est que c'est un peu comme le Covid et les autres, les autres chocs qu'a subi la population. Bon, le Covid, ça peut se comprendre. On n'est pas scientifique, on n'est pas épidémiologiste, donc les gens ont tous été sidérés. Nous, par exemple, sur Strategica, on a publié des textes, on a traduit de l'anglais au français de scientifiques très rapidement avec des statistiques claires montrant que voilà, la moyenne d'âge des gens qui meurent du Covid, c'était 78 ans dans plusieurs pays du monde, etc. Bref, mais on a réussi à toucher les gens et à les faire peur et à les sidérer. Dans le cas de l'Ukraine, c'est un peu pareil. Enfin, pas pareil parce que ça ne les touchait pas directement, mais personne ne savait où était l'Ukraine sur la carte. Personne ne savait que le régime de Kiev bombardait les populations civiles depuis 8 ans. Et puis, le 25 février, tout le monde avait un drapeau ukrainien à sa fenêtre, etc. En fait, moi, je pense qu'il n'y a rien à faire, parce que je ne pense pas que la masse soit un moteur historique.
ce sont toujours des minorités, des groupes qui font l'histoire. Alors nous, on fait ce qu'on peut, on donne des conférences, on écrit des articles, on explique, etc. Mais on ne va pas non plus aller chercher les gens dans la rue et les tirer par la manche et leur dire « Ah, mais regardez, les Ukrainiens bombardent le Donbass depuis 8 ans, etc. » Enfin, je pense qu'il faut simplement attendre les pénuries aux stations essence et vous verrez la solidarité des Français vis-à-vis des Ukrainiens. Ils auront oublié l'Ukraine l'année prochaine parce que les frigos vont se vider, les rayons de supermarché commencent à se vider, les entreprises commencent à fermer, les factures d'électricité vont exploser. Et donc la guerre en Ukraine... en fait, on dit aux gens... Vous devez fermer votre entreprise, prendre des douches froides, accepter que l'électricité soit multipliée par 5 ou 15 parce que Vladimir Poutine attaque l'Ukraine. Mais très, très rapidement, on va se rendre compte que les gens, en fait, surtout dans une société occidentale, individualiste et consumériste, pensent d'abord à eux. Ils seront plus inquiétés par la température de l'eau de la douche que de ce qui se passe en Ukraine. Ça, c'est garanti. Donc Macron peut bien agiter le drapeau ukrainien, l'Union européenne agiter le drapeau ukrainien. S'il doit y avoir une révolte parce que les Français seront pris à la gorge et que les entreprises vont fermer en masse, croyez-moi que ce qui se passe en Ukraine ne les empêchera pas de se révolter. Donc il suffit simplement d'attendre que les gens, avec leur drapeau ukrainien, soient confrontés à la réalité. C'est tout. Wait and see, comme disent les Américains. Et le retour du concret. Oui, c'est ça. Ouais. Question suivante. Une question suivante. Alors, en fait, il y a plusieurs questions dans votre question. Du point de vue russe, ce n'est pas eux qui sanctionnent. Ils subissent des sanctions. Donc, tant qu'ils trouvent des acheteurs ou qu'il n'y a pas de sanctions sur des produits russes, ils n'ont pas de raison d'arrêter de livrer. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, les sanctions économiques, c'est propre aux pratiques des puissances maritimes. Ce n'est pas une pratique traditionnelle des puissances terrestres. Donc ce n'est pas dans le logiciel russe. Mais tout de même, comme je l'ai dit, en Russie, il y a quand même aussi un choc des civilisations. Vous avez des pro-occidentaux en Russie. Vous avez dans l'appareil d'État russe et à la tête de l'économie russe des gens qui veulent faire des affaires avec le monde occidental. Et peut-être même qu'il y a dans la politique de Vladimir Poutine, cette retenue, jusque-là, depuis un certain nombre des années, car il y a l'espoir, chez certaines élites russes, de rétablir des bonnes relations avec le monde occidental, même durant la guerre en Ukraine. C'est une réalité. Ça existe en Russie, ça existe en Iran, ça existe partout. Il ne faut pas croire qu'il y a un bloc monolithique, que tout le monde pense pareil et que ce sont tous des super patriotes et qui ne voient que l'intérêt de leur peuple. Non. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine l'a dit au début de l'intervention. Il a dit « Il y a des gens qui en Russie vivent en Russie, mais leur esprit est en Occident. Ils veulent pouvoir continuer à manger du foie gras, du caviar, etc. sur la Côte d'Azur. » Il a dit eh bien ceux-là, qu'ils partent. Et il a dit cette guerre, cette confrontation avec l'Occident, avec l'empire du mensonge, va nous permettre, ce qu'il a dit, de retirer la mouche de la soupe. Voilà. Donc, comme j'ai dit, il y a une confrontation, il y a une tension internationale, mais il y a aussi des tensions en interne. Et peut-être même que durant la guerre en Ukraine, et peut-être même encore aujourd'hui, il y a des forces en Russie autour de Poutine
qui espère rétablir de bonnes relations avec l'Occident, et que ça va s'arrêter, ça va se tasser, puis qu'on va reprendre les affaires comme avant. Donc, il ne faut pas oublier que Poutine, c'est un chef d'État, mais qui est un équilibriste entre différentes factions, des forces qui s'opposent. Même par rapport à l'intervention militaire en Ukraine, il y a beaucoup de désaccords. En Russie, il y a des spécialistes militaires russes qui écrivent des articles et qui critiquent la façon dont est menée l'opération. Il y a le président tchétchène Kadyrov qui a critiqué vertement l'état-major. Il commence à y avoir des remplacements. D'ailleurs, un nouveau général a été désigné par le pouvoir russe pour mener l'opération en Ukraine. Voilà, donc il y a des tensions internes, et comme je le disais dans les débuts de l'opération, peut-être que cette confrontation radicale contre le monde occidental est une sorte de moyen pour la Russie d'opérer un exorcisme et d'expulser le démon de son corps. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'entreprises américaines qui ont quitté le pays, et un certain nombre de Russes ont dit bon débarras. Bon débarras Netflix, bon débarras McDonald's, etc. Voilà. Donc, oui, la banque, vous dites la banque, effectivement, la banque est propre au monde anglo-saxon, anglo-américain, judéo-protestant. D'ailleurs, avant c'était les Pays-Bas, la Hollande. Au XVIIe siècle, avec Thomas Cromwell et l'accord qui a été... Pas Thomas Cromwell, Olivier Cromwell. Thomas Cromwell, c'est l'oncle de l'ancêtre d'Olivier Cromwell. Il y a eu cet accord entre lui et Menasseh Ben Israël pour que les commerçants et les banquiers juifs s'installent à Londres. Et voilà, donc c'est l'épopée impériale britannique est intrinsèquement liée au monde de la finance. Et ce monde de la finance anglo-américain qui contrôle le monde, et surtout le monde occidental, est en confrontation avec le monde russe qui n'a pas de dette. C'est-à-dire que dans les années 2000, les Russes ont réglé leur dette. Je crois même qu'ils ont fait un défaut de dette avec le FMI. Bref, c'est un pays qui est autonome. La Chine a même des bons du Trésor américain. Donc ça aussi, c'est une équation à intégrer à cette confrontation. Et une guerre monétaire. Les Chinois, ces dernières années, patron de la banque centrale chinoise, celui qui s'occupe également de la gestion de l'or en Chine, a déclaré qu'il fallait sortir en fait du système monétaire punitif américain. C'est-à-dire il n'est pas normal que les États-Unis puissent utiliser leur monnaie, le dollar, pour punir des adversaires géopolitiques. Donc tout ça, les Chinois et les Russes en sont conscients depuis des années et ils s'organisent pour. Voilà, donc ce sont des questions très complexes. En fait, depuis tout à l'heure, je parle de la puissance anglo-américaine, du calvinisme, etc. Mais le calvinisme est une émanation, en fait, du judaïsme, comme l'a expliqué Werner Sombart. Je l'ai dit, la bourgeoisie, du point de vue du calvinisme, c'est un nouveau peuple élu. Donc on est toujours dans le modèle juif. J'ai évoqué l'alliance de la finance juive hollandaise à l'époque avec l'empire anglais naissant et donc la fondation de la City, puis Rothschild au siècle suivant qui s'installe à Londres. Wall Street, le système bancaire américain, est dominé par les juifs et les protestants. Les États-Unis, depuis les pères pèlerins, se considèrent comme un nouveau peuple élu. D'ailleurs, ils considéraient l'Atlantique comme la mer Rouge et l'Amérique comme une nouvelle Jérusalem. Donc en fait, si on
on rentre dans l'architecture mentale et les représentations, la praxéologie du monde anglo-américain, on est dans un nouveau monde juif, avec des gens qui se prennent pour un nouvel Israël, qui croient que les États-Unis c'est un nouveau Jérusalem, qui croient qu'ils appartiennent à une sorte de classe de peuple élu qui se reconnaît par le critère de l'argent et de la réussite sociale. En fait, tout est lié au monde juif, puisque le monde juif s'est tout de suite agrégé à ce monde anglo-américain depuis sa naissance, en fait. Depuis la naissance du Commonwealth, au XVIIe siècle, le monde juif est organiquement lié au monde anglo-américain, thalassocratique et financier. Mais bon, là, je ne vais pas refaire une conférence. Hein.